Le pays a longtemps été considéré comme un havre de paix pour les réfugiés, mais cela semble avoir changé. La Suède a accepté plus de réfugiés proportionnellement à sa population qu'aucun autre pays de l'Union européenne. Aujourd'hui, elle dit qu'elle n'a pas d'autre choix que de durcir sa position. L'immigration est un sujet qui divise de plus en plus le pays, où prospère à présent l'un des principaux partis anti-immigration en Europe. Pour parler de tout cela, je suis avec le Premier ministre suédois, Stefan Löfven. Monsieur le Premier ministre, merci d'avoir répondu à notre invitation dans Global Conversation. En septembre 2015, il n'y a pas si longtemps donc, vous avez affirmé, je vous cite, « Mon Europe accueille des gens qui fuient la guerre, mon Europe ne construit pas des murs ». Ces positions morales semblent avoir évolué en Europe, mais aussi en Suède. Avec le recul, est-ce que vous regretteriez une certaine naïveté ? Non, notez que j'ai dit mon Europe parce que je suis convaincu que c'est un enjeu pour l'Union européenne dans son ensemble. Nous sommes 28 États membres avec plus de 500 millions d'habitants. Si nous avions traité le problème ensemble, nous aurions mieux fait face. Mais la réalité, c'est qu'il y a eu quelques pays qui en ont pris la plus grande responsabilité, la Suède en faisant partie. Nous avons accueilli plus de réfugiés par habitant que n'importe quel autre pays. Nous avons vraiment pris notre part. Avec cette augmentation forte du nombre de réfugiés, nous ne pouvions pas tous les accueillir, je veux dire leur offrir un abri, un toit sur leur tête. Cela affecte aussi le système scolaire et d'autres dimensions du système. Mais le résultat en Suède et aussi dans d'autres pays européens, c'est aujourd'hui beaucoup plus de contrôle aux frontières, des barrières qui se construisent, des murs même. Est-ce que tout cela va stopper l'immigration ? C'est parce que nous n'avons pas traité ce problème ensemble à 28 États membres. C'est ça le résultat. Et c'est pour cela que nous avons besoin de ramener la discussion au niveau européen. Sérieusement, c'est quelque chose que l'on peut régler ensemble. C'est une situation grave et nous ne voyons pas la cohésion de l'Europe pour traiter ce problème. Nous ne voyons pas quel est le plan B. Le plan B, c'est un nouveau système, mais nous avons aussi besoin d'une discussion sur ce que sera le système à l'avenir. C'est-à-dire, par exemple, si vous arrivez comme réfugié dans l'Union européenne, vous n'êtes pas autorisé à choisir le pays. Les pays doivent avoir une responsabilité partagée. Vous seriez favorable à des quotas obligatoires ? En tout cas, il faut partager la responsabilité. Nous pouvons discuter de la meilleure technique et ça fait partie de la discussion. Nous avons demandé aux internautes de nous envoyer des questions pour cette interview. Nous avons reçu cette question de quelqu'un qui répond au nom de Lucas Gross qui dit « Regrettez-vous d'avoir accueilli les réfugiés et quel impact cela a-t-il sur la population suédoise ?» Non, je ne regrette pas. Il y a une raison pour laquelle nous avons ces conventions, des conventions internationales. Nous devons travailler dans trois perspectives. Nous devons travailler à résoudre le conflit en Syrie et l'Union européenne peut jouer en cela un rôle tout à fait important. Je viens de rencontrer Staffan de Mistura, l'envoyé spécial de l'ONU en Syrie, en me rendant ici. Il a un travail très difficile. Nous le soutenons pour l'aider à mettre un terme au conflit. Il nous faut soutenir la Turquie, la Jordanie, le Liban parce qu'ils font un travail titanesque. Bien sûr, nous pouvons les aider à mieux empêcher les populations de fuir vers l'Europe. Il faut aussi une meilleure perspective européenne. La troisième perspective est nationale. Je ne regrette rien, mais il nous faut regarder les faits et cette montée très importante du nombre de réfugiés. Il nous faut regarder cela. Si nous faisons un décompte annuel, on en arrive à 500 000 réfugiés. Le rythme était soutenu en octobre, novembre, donc nous avons dû... Cela m'amène à la deuxième partie de ma question. Quel est l'état d'esprit en Suède ? Est-ce que la population en a marre ? Est-ce qu'elle a une impression de saturation ? Est-ce qu'elle a l'impression que les ressources sont dispensées trop généreusement ?
Cela dépend. D'un côté, nous avons une très forte solidarité et beaucoup de gens font un travail fantastique. Notre société civile fait vraiment un travail formidable. Je l'ai constaté moi-même. D'un autre côté, il y a aussi des gens qui s'inquiètent et il faut tenir compte de cette inquiétude. Cela dépend aussi de quelle partie du pays on parle. Certaines communautés locales ont reçu beaucoup de réfugiés et ils voient ce que cela veut dire. D'autres communautés n'en ont pratiquement accueilli aucun et vivent une réalité différente. C'est donc un tableau contrasté. Mais le gouvernement que je dirige doit prendre ses responsabilités et doit prendre des décisions pour faire en sorte que la société fonctionne bien. Si nous considérons à nouveau la question au niveau européen, l'Allemagne, comme la Suède, a accueilli des réfugiés à un niveau exceptionnel. La chancelière Angela Merkel a connu une baisse importante de sa cote de popularité après les violences à Cologne. Pensez-vous qu'un dirigeant européen aura désormais le courage, au moins à court terme, de dire « Notre pays est à nouveau ouvert, accueillons ces gens qui fuient des persécutions ». Encore une fois, ce n'est pas au niveau des pays séparés. Mais qui peut décider sur ce sujet? Qui peut avoir le leadership sur cette question maintenant? Nous avons un dialogue entre l'Allemagne, la Suède, l'Autriche, les Pays-Bas, la Finlande, aussi parce que nous avons besoin, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'un nouveau système et nous devons partager les responsabilités. La crise des réfugiés ne disparaîtra pas du jour au lendemain. Des gens fuient encore pour sauver leur vie. Il y a ces conventions internationales et elles existent pour une raison qui remonte à la Seconde Guerre mondiale et qui est liée à ce qui s'est passé à l'époque. Nous devons donc trouver une manière de coopérer. Il s'agit de partage de responsabilités. Si nous partageons la responsabilité, nous y arriverons. Une autre question, elle nous vient de André Flames, parce que l'intégration est un problème qui est apparu au grand jour avec les attaques de Cologne. Il demande quel rôle jouera la Suède dans les prochaines années pour que les réfugiés en provenance de Syrie et d'Irak soient pleinement intégrés et ne nuisent pas à leur pays d'accueil. Nous parlons d'intégration très rapide, n'est-ce pas, avec une arrivée massive de population. Comment s'assurer que le processus d'intégration fonctionne ? En fait, c'est la même chose pour les réfugiés et pour les Suédois. On a besoin d'une maison, d'un travail si on est adulte, on a besoin d'être éduqué si on est jeune. Donc c'est à peu près la même chose. Mais bien sûr, pour les gens qui viennent d'ailleurs, il faut un effort particulier pour voir comment nous soutenons ces êtres humains pour qu'ils aient une bonne vie en Suède. Nous organisons des formations pour que les gens qui demandent l'asile apprennent le suédois. Nous avons un accord avec les partenaires sociaux sur ce que nous appelons un parcours rapide. Certains réfugiés arrivent avec une compétence recherchée dans notre pays, par exemple mécanicien. Les partenaires sociaux se mettent d'accord pour s'assurer que ces personnes s'intègrent vite dans leur vie de travail et parviennent à combiner leur travail et leur apprentissage de la langue et tout ce qui est nécessaire. Les procédures administratives doivent être plus rapides. Donc intégrer les gens le plus vite possible à la société. Beaucoup plus vite parce que cela n'a pas été assez rapide sous le précédent gouvernement. Qu'en est-il des valeurs culturelles? Parce qu'on sait que la Suède est très progressiste sur la question du genre. Le Forum économique mondial vous classe au 4e rang mondial sur la parité homme-femme. Comment transmettez-vous ces valeurs? Nous savons que les réfugiés qui arrivent sont de jeunes hommes qui peuvent avoir des valeurs très différentes. Je distingue deux perspectives importantes. D'un côté, nous devons rester fermes sur les valeurs auxquelles nous croyons, l'égalité de genre, l'égalité en général, la démocratie et tous ces principes de base que nous devons défendre. D'un autre côté, si des personnes d'autres cultures avec des croyances religieuses différentes ou pas de croyances du tout
pensent automatiquement de façon différente de nous. Je ne veux pas de discussion où l'on puisse dire que si vous venez d'une autre culture, vous ne partagez pas ces valeurs. Je pense que ce serait une discussion dangereuse à l'intérieur de notre pays. Cela créerait des tensions et nous n'en avons pas besoin. Vous pouvez être placé face à une sorte de dilemme moral, comme la chancelière Merkel. Que ferez-vous si des actes illégaux sont commis, qui soient contre vos valeurs morales? Je veux parler d'actes criminels. Que ferez-vous avec ces gens? Vous ne pourrez pas les renvoyer en Syrie. Vous venez de le dire, ce sont des actes criminels. Nous avons eu du harcèlement sexuel pendant des années et des années. Malheureusement, des femmes en Suède en ont été victimes depuis très longtemps. Ce n'est pas nouveau avec les réfugiés. Ce n'est pas un phénomène nouveau. L'Allemagne, la presse allemande, le gouvernement allemand ont été critiqués pour avoir essayé de cacher le scandale à Cologne, les attaques lors de la nuit de la Saint-Sylvestre. La Suède a connu quelque chose de similaire en 2012. Étant donné la montée en puissance de l'extrême droite, pensez-vous que l'Allemagne ait eu raison d'agir de cette façon? Je ne peux pas me prononcer sur ce qui se passe en Allemagne, mais en Suède, je peux dire qu'il n'est pas question de dissimuler cela. Il faut dire la vérité, c'est ce qui est arrivé. Je voudrais ici faire entendre une autre voix parce que le modèle suédois est reconnu à travers le monde. Il y a une inquiétude à présent à propos de l'afflux de réfugiés et de l'impact que ce phénomène peut avoir. Quelqu'un qui se fait appeler Emilia Seven nous dit: est-ce que vous pourriez demander au Premier ministre suédois l'impact que l'afflux de réfugiés a sur le système social? De manière générale, ce n'est pas un problème si les gens viennent en Suède parce que nous avons besoin de main-d'œuvre. Sinon, nous aurions un problème avec notre situation démographique. Donc combien de personnes par an aimeriez-vous accueillir? On m'a souvent posé la question. Il n'y a pas de nombre précis. Mais ce que nous avons observé cet automne avec cette augmentation drastique, c'est que c'est un problème d'accompagner tous ces mineurs sans parents, par exemple. Ils ont besoin d'une attention particulière. C'était une situation intenable, tous ces enfants et jeunes gens. Nous avons créé presque une centaine de nouvelles classes dans les écoles chaque semaine. Du coup, il y avait beaucoup de tensions dans le système scolaire. C'est pourquoi le gouvernement a pris la décision de réduire le nombre de personnes pouvant bénéficier de l'asile en Suède parce que le système social n'aurait pas pu suivre. Un autre effet collatéral de cette crise est la montée de l'extrême droite à travers l'Europe. La Suède abrite l'un des partis anti-immigration les plus importants en Europe. Est-ce que l'extrême droite fait à présent partie intégrante du système politique européen? Est-ce que nous devons maintenant l'accepter et travailler avec elle? D'abord, je pense qu'il faut chercher à comprendre les raisons de ce succès, pourquoi ces mouvements prospèrent. Je suis convaincu, j'ai été syndicaliste pendant longtemps, que ça a quelque chose à voir avec la peur des gens et leurs inquiétudes face à l'avenir. Notre environnement est très peu sûr du point de vue du marché du travail. Les gens se demandent s'ils auront un travail la semaine suivante, avec tout l'impact que ça a sur l'économie, notre système social. Il en a subi les conséquences pendant 8 ans. Tout cela libère l'espace pour des solutions simplistes, du type « si ces gens n'étaient pas là, nous irions mieux », ce qui n'est pas vrai d'ailleurs. Donc notre priorité numéro 1 à présent, ce sur quoi nous nous concentrons, c'est de fournir du travail aux gens. C'est bon pour les individus et pour la société dans son ensemble. Et aussi pour s'assurer que si vous n'êtes plus en activité, vous serez soutenu, formé et vous pourrez trouver un nouvel emploi. La crise des réfugiés affecte beaucoup de pans de la société. En Europe aussi, il y a le problème de Schengen qui est de taille. Quels sont les risques que fait courir Schengen sur la sécurité en Europe? Est-ce que nous devons réévaluer Schengen?
Non, nous devons nous assurer que nous contrôlons les frontières. Sinon, Schengen... Les frontières extérieures? Précisément, les frontières extérieures. Schengen est construit sur le fait que nous pouvons contrôler les frontières extérieures. Le pouvons-nous vraiment? Si on regarde ces frontières extérieures, pouvons-nous les contrôler? Oui, je suis sûr que nous le pouvons et nous pouvons conjuguer nos efforts bien plus que nous le faisons aujourd'hui. Le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, a tiré la sonnette d'alarme et il a dit que sans Schengen, l'Europe n'avait plus de sens. Beaucoup de monde dit que Schengen est déjà mort. Si Schengen se désintègre, est-ce que l'Europe va se désintégrer aussi, selon vous? Ce serait une perte énorme. Si Schengen ne marche pas, bien sûr, c'est un des piliers principaux de l'Europe qui tremble et ce serait un désastre pour le business, mais aussi pour les individus. Êtes-vous confiant dans le fait que Schengen puisse continuer dans l'état actuel des choses? Je suis sûr que tous les pays voient l'intérêt de Schengen. Je pense que tous les pays voient la gravité de la situation si Schengen ne marche pas. Ils voient ce qui arrivera à l'Union européenne et que nous perdrions tout ce que nous avons réussi à construire au fil des années. Les pays réagissent très différemment à la crise des réfugiés. La Grande-Bretagne organise un référendum qui est largement inspiré et provoqué par les inquiétudes sur l'immigration, entre autres préoccupations. Il y a une vraie poussée anti-européenne. Si la Grande-Bretagne quittait l'Union européenne, quel impact cela aurait-il? La Suède a affirmé clairement qu'il est très important que la Grande-Bretagne reste dans l'Union européenne. Son départ serait mauvais pour la Grande-Bretagne, mais aussi pour l'Union européenne, parce que c'est un membre important de l'Union. Il pourrait y avoir un effet domino, d'autres pays pourraient suivre. C'est difficile à dire, mais bien sûr, ce ne serait pas un bon signal si un pays s'en va, bien sûr. J'espère donc qu'on pourra négocier un bon accord équilibré entre les revendications de la Grande-Bretagne d'un côté et les principes fondamentaux de l'Union européenne de l'autre. Votre histoire personnelle peut être lue comme celle du rêve suédois, une sorte d'équivalent du rêve américain. Enfant, vous avez été élevé par une famille d'accueil et vous êtes maintenant Premier ministre. Est-ce que ce rêve existe encore en Suède? J'espère bien. Nous voulons une société avec des valeurs d'égalité entre tous, de liberté, qui construisent une société fondée sur la solidarité. Lorsque nous avons cette solidarité, lorsque nous sommes sûrs que chaque enfant bénéficie d'une bonne éducation, qu'il devient un individu fort en devenant adulte, qu'il bénéficie d'un système social, qu'il a un travail, un toit et toutes ces choses de base, le système de santé bien sûr, s'il y a tout cela, alors on a une relation forte entre les gens. J'en suis convaincu. Chacun devrait être capable de vivre son rêve et je pense que plus vous construisez une société forte avec de la sécurité, y compris de la sécurité sociale, plus les gens pourront peut-être s'émanciper d'un milieu pauvre où leurs parents n'ont pas bénéficié d'une éducation très poussée pour pouvoir s'élever et réaliser leurs rêves. Une dernière question, vous y avez partiellement répondu, mais juste en un mot, c'est une question de Hazel Michel Chandra qui dit « Quelle est la clé pour qu'un pays réussisse ?» Si vous deviez résumer cela en un point. Un point important est de s'assurer que la société est construite pour chacun. C'est une société inclusive où chacun peut ressentir qu'il est libre, en sécurité, qu'il a un avenir, un bel avenir, la possibilité d'un bel avenir. Qu'il se dise « cela dépend de moi, je dois en prendre ma part, je sais que j'ai cette possibilité ». Monsieur le Premier ministre, merci d'avoir répondu à mes questions.